Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je suis heureuse de vous retrouver depuis le magnifique hôtel K à Douala pour vous parler des enjeux, des opportunités et des risques pour l'Afrique du bouleversement actuel de l'ordre mondial. Je suis venue au Cameroun dans le cadre des Pan African Awards 2022, organisés par M. Paul Ella, que je remercie infiniment pour l'immense travail que lui et son équipe font pour permettre aux amoureux de l'émancipation de l'Afrique de se rencontrer, d'échanger, de débattre, de se découvrir et de se célébrer. Les Pan African Awards sont de retour, l'incontournable événement panafricain qui célèbre l'Afrique et ses illustres représentants. J'ai eu 2 prises de parole lors de cet événement panafricain, avec des co-conférenciers de grande qualité comme le professeur Jean-Emmanuel Pondy, Jules Domché de Vox Africa ou notre hôte Paul Ella. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire une vidéo qui résumerait l'essentiel de ce que j'ai exposé à Douala pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Car comme j'ai l'habitude de le dire, un Africain formé en vaut 1000. La pandémie de Covid-19, la guerre OTAN-Russie en Ukraine, les tensions sino-américaines à Taïwan, la dictature du climat que l'on tente d'imposer aux pays du Sud, le kidnapping par l'Europe des engrais et céréales destinés à l'Afrique, la crise énergétique due à des sanctions insensées prises par des Occidentaux, la dédollarisation de l'économie, la paupérisation de l'Europe, la guerre des civilisations qui oppose les adeptes de l'impérialisme sexuel et du genre qui tentent d'imposer leur wokisme et conception dégénérée du monde à ceux qui défendent des valeurs plus traditionnelles. Les aspects du chamboulement actuel que nous observons sur la planète Terre sont aussi bien militaires, environnementaux, économiques que culturels et politiques. Alors, quels sont les tenants et aboutissants de tous ces événements et comment se positionne l'Afrique par rapport à ce qui se passe? Commençons par clarifier les enjeux. Ils sont d'abord géopolitiques. Des rivalités opposent les grandes puissances qui jusqu'à présent siègent ensemble au Conseil de sécurité de l'ONU. En haut de la pyramide, les 2 grands joueurs qui veulent dominer le monde, les USA et la Chine. Les États-Unis veulent contrôler le monde par les armes, par la guerre. La Chine veut contrôler le monde par l'argent, par l'économie. Juste en dessous, on retrouve la Russie, qui subit les assauts des Américains depuis fort longtemps et qui répète qu'elle n'a pas vocation à être dominée. La Russie aujourd'hui a la nostalgie du partage du monde conclu par les accords de Yalta, signés en 1945, qui attribuaient aux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale différentes zones d'influence dans le monde. Le 4 février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, les puissances alliées se réunissent dans le plus grand secret à Yalta en Crimée pour une conférence au sommet. Le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt, très affaiblis par la maladie, sont arrivés en avion depuis Malte accompagnés d'une délégation de 700 personnes. Ils sont reçus sur le tarmac de l'aérodrome par le ministre des Affaires étrangères russe Molotov. De son côté, Joseph Staline, le maître de l'Union soviétique, a directement rejoint la cité balnéaire par le train. Au palais Livadia, durant une semaine, les 3 grands vont négocier le sort de l'Allemagne et du Japon et préparer l'après-guerre. Au cours des 7 jours que dure la conférence, les points essentiels abordés sont l'occupation de l'Allemagne vaincue, la restauration de la Pologne, la mise sur pied d'une organisation des Nations Unies et l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon. Le 11 février, la dernière séance est levée. Un communiqué de presse informe le monde qu'une conférence internationale s'est déroulée en Crimée. Dans la déclaration finale,
Les trois grands réaffirment leur volonté d'une capitulation inconditionnelle de l'Allemagne et s'accordent sur son partage en 4 zones d'occupation. Les prétentions de l'Union soviétique sur la Pologne sont satisfaites en contrepartie de son adhésion au projet des Nations Unies et l'engagement d'intervenir contre le Japon après la capitulation allemande. La conférence de Yalta entérine les rapports de force établis sur le terrain. À Yalta, les puissances alliées consacrent de fait des zones d'influence et le glacis territorial et politique qui conduiront à la guerre froide. Dans cette optique, la Russie ne vient en Afrique que dans le cadre de son combat avec l'Occident. Elle ne vient pas ici parce qu'elle nous aime particulièrement. Elle vient d'une part parce que les autres signataires de Yalta ont empiété sur son précaré et qu'elle veut leur rendre la monnaie de leurs pièces, et elle vient d'autre part dans l'optique d'augmenter son bargaining power lorsqu'il s'agira de s'asseoir à la table de négociation pour mettre fin au conflit. La Russie va forcément négocier son retrait de l'Afrique contre quelque chose. On ne sait pas quoi, mais une chose est certaine, la négociation entre les grands joueurs aura lieu. En dessous, il y a la France. Évidemment absente de Yalta puisque seuls les vainqueurs de la guerre y étaient et que la France, alliée d'Adolf Hitler, n'a pas gagné la guerre, elle joue sa survie. Sans l'Afrique, la France est finie. La Russie n'a pas besoin de matières premières africaines, elle en a à foison chez elle. Les USA aussi ont plein de ressources chez eux, du gaz, du pétrole, ça roule. On voit d'ailleurs actuellement que la crise énergétique ne les secoue pas comme elle secoue les Européens. La Chine aussi est bien pourvue et quand elle intervient dans le domaine des matières premières en Afrique, c'est plus souvent pour empêcher les autres d'y accéder que par un besoin viscéral. Les seuls qui n'ont rien, c'est les Français. Sans l'Afrique, la France, c'est la Grèce, c'est le Portugal. Et c'est dans cette ambiance que se tiennent des sommets France-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Royaume-Uni-Afrique, Union européenne-Afrique, Russie-Afrique, qui démontrent pourtant que l'Afrique est un enjeu pour tout ce monde. L'Afrique, c'est une immensité territoriale, travestie dans la représentation cartographique. C'est la plus grosse réserve de matières premières et de ressources humaines du monde. C'est le plus gros potentiel de marché. L'Afrique devrait donc être en position de force puisqu'elle est convoitée par tous. Mais au lieu d'être courtisée comme une belle dame que tous rêvent de conquérir, elle est plutôt déchiquetée comme un vulgaire morceau de viande que les hyènes s'arrachent. Car il ne s'agit malheureusement pour eux pas de la faire éclore, mais plutôt de la maintenir dans le sous-développement tout en la soustrayant aux appétits des autres. Quand ils font leur sommet, comme celui qui vient de s'achever à Washington, ce n'est pas réellement aux laquais qui font office de chefs d'État africains qu'ils s'adressent, mais c'est entre eux, charognards, qu'il se passe des messages. On dirait malheureusement qu'il n'y a que les dirigeants africains, les dirigés africains qui ne comprennent pas qu'il y a urgence à se positionner par rapport à cela et à poser des actes importants dans l'épisode géopolitique dans lequel nous nous trouvons. Comment peut-on expliquer que les présidents africains se soient rendus à Washington sans avoir pris la peine de se réunir au préalable pour convenir d'une stratégie commune avant la rencontre? Soyons sérieux. Qu'est-ce que le Malawi ou le Gabon peuvent aller négocier devant les États-Unis? Quel poids ont nos pays pris individuellement? Quelle est la politique européenne, américaine, asiatique des États africains? À cause de leur absence totale de leadership, de vision et d'union, l'Afrique, comme à son habitude, s'est trompée d'enjeu, a raté les opportunités, n'a pas anticipé les risques et doit sans surprise en supporter de plein fouet les conséquences négatives. Mais cette fois, contrairement aux autres bouleversements de l'ordre mondial qui ont conduit à notre esclavage à travers la traite arabo-musulmane et occidentale, à notre colonisation, à nos indépendances factices,
à notre érection en tiers-monde et à notre statut de mendiants congénitaux, demandeurs permanents d'aide depuis plus de 60 ans, si bien incarné par l'actuel président de l'Union africaine Macky Sall, des chances réelles existent pour que nous changions les perspectives. Nous sommes dans une phase de basculement entre mondialisation et mondialisme que l'on essaie d'accoucher au forceps. La mondialisation, c'est ce que l'on a connu après la chute du mur de Berlin. La liberté de commerce, la délocalisation des entreprises, l'ouverture des frontières qui ont engendré le boom des nouvelles technologies, des GAFAM et compagnie. Le mondialisme, c'est ce que les gens qui se réunissent chaque année à Davos, en Suisse, essayent d'installer. Le gouvernement mondial, le pouvoir unique, que le très maléfique Klaus Schwab et tout son réseau de marionnettes nuisibles installées à la tête des États comme Emmanuel Macron en France, Justin Trudeau au Canada, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, les démocrates américains, etc., veulent imposer au reste du monde. Cette phase de transition doit être utilisée par nos décideurs pour nous échapper. La gestion de Covid-19 était une opportunité en or pour shifter vers le recentrage sur soi, pour inscrire le sceau de la souveraineté et de l'autonomie sur nos politiques économiques, sanitaires, agricoles, culturelles, éducatives, monétaires. Je l'ai démontré, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni la France avec l'Europe n'ont un véritable souci du développement de l'Afrique. Les seuls qui peuvent et doivent se préoccuper du développement de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Or, toute personne se souciant de l'Afrique doit tout d'abord se poser la question du financement de son développement, car celui-ci coûte très cher. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Est-ce que l'Afrique, qui possède plus de la moitié des matières premières de la planète, va continuer de les vendre aux conditions actuelles, c'est-à-dire à des prix fixés par les autres, avec des accords léonins, où nous, propriétaires des ressources, avons une part de 10%, tandis que les autres ont 90%? Est-ce que nous allons continuer d'exporter les matières brutes alors que la richesse se trouve dans la valeur ajoutée? Est-ce qu'on va continuer de vendre les fèves de cacao, le pétrole brut, la terre contenant la poussière d'uranium ou d'or ou le yellow cake? Nos matières premières doivent être transformées ici, chez nous, utilisées et consommées ici par nous, pour contribuer à notre développement. Et seuls les surplus qui n'ont pas été absorbés par le marché local, et par marché local, j'entends le marché national, mais aussi régional et continental africain, seuls ces surplus doivent être exportés. Il est essentiel de bien poser les problèmes pour arriver aux bonnes solutions. Or, actuellement, la plupart de nos politiques ne le font pas. Beaucoup de nos pseudo-intellectuels et économistes ne le font pas. Et c'est parce qu'une immense partie de ceux qui devraient s'atteler à cette tâche sont défaillants que les gens de l'extérieur peuvent venir tenter d'embrouiller les populations africaines en dénigrant les porteurs de vérité que nous sommes,
avec Kémi Seba, Mamadou Koulibaly, Guy Marius Sagna, Franklin Nyamsi, Farida Nabourema, Tanoum Lele, Paul Ella, Aminata Traoré, Banda Kani, Julius Malema, Ousmane Sonko, Alpha Blondy, etc. La guerre d'information et d'influence bat son plein et ce n'est pas à vous que je vais la prendre. J'en suis l'incarnation, moi qui ai été expulsé de Côte d'Ivoire pour avoir dit la vérité lors d'un de ces sommets et qui vient d'être interdite d'entrée et de séjour en France pour vous parler depuis mon salon. Les médias français et occidentaux nous présentent comme des agents de la Russie, comme si un Africain n'était pas suffisamment intelligent et humain pour penser par et pour lui-même. Ce narratif est diffamant, raciste et méprisant. Je répète, diffamant, raciste et méprisant. Les États étrangers se sont dotés de moyens de communication dédiés à leur propagande et à défendre leurs intérêts chez nous. RFI, France 24, AFP, Le Monde, Libération, Vieille France Afrique, Jeune Afrique pour la France, TV5 et Arte pour l'Europe, BBC pour l'Angleterre, CNN et Voice of America pour les États-Unis, Deutsche Welle pour l'Allemagne, Sputnik et Russia Today pour la Russie, Radio Chine Internationale, CGTN et Xinhua pour la Chine, Anadolu et TRT pour la Turquie. Pas plus tard que ce matin, je découvre un article qui regurgite toutes les accusations rocambolesques et jamais prouvées à l'endroit de Kémi et moi sur le site d'un sombre média américain. Une petite recherche et hop, on découvre que Coda Story est financé aussi bien par le gouvernement américain que l'Union européenne et l'OTAN. Comme eux reçoivent des sacs de cash pour soutenir les lignes de leurs donneurs d'ordre, ils pensent qu'il en est de même pour tous. Mes camarades et moi, nous déchirons le voile du mensonge et de l'hypocrisie qui ont été les fondamentaux des relations internationales depuis trop longtemps. Nous éveillons les consciences, nous ouvrons les yeux, nous changeons le narratif et la mentalité non seulement des Africains du continent et de la diaspora, mais également des peuples ailleurs. Mais que font les États africains pour épauler les combattants en première ligne que nous sommes? Qui avons-nous? Un organe comme Afrique Média est financé en sous-main par 2 ou 3 chefs d'État africains, là où les autres sont officiellement rattachés au ministère des Affaires étrangères ou subventionnés par les gouvernements concernés. Mesdames, messieurs, dans vos palais, vos ministères, vos hémicycles, vos entreprises, vos amphis, la lutte s'assume et les combattants doivent être soutenus. Il y a de grandes réformes à engager sans tarder, sous peine de rater une nouvelle fois le coche, comme cela a été le cas en 1884-85, quand le destin de l'Afrique a été décidé sans les Africains à Berlin. L'époque que nous vivons, l'épisode géopolitique dans lequel nous nous trouvons, nous offre une lucarne pour mieux imposer ou négocier notre place sur l'échiquier mondial, pour qu'enfin nous cessions d'être des pions convoités afin de devenir des joueurs respectés et gagnants. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir à la tête de nos États des gens pour qui la panacée économique n'est pas l'aide publique au développement, les prêts ou les plans d'ajustement structurel de la FMI, de la Banque mondiale ou du FMI. Des individus qui ne se précipitent pas à Paris ou Washington pour donner des interviews creuses aux médias de désinformation étrangers ou aller prendre des ordres la queue frétillante. Des personnes qui comprennent que l'exceptionnelle chance qui nous est offerte de redevenir des femmes et des hommes libres ne consiste pas à aller quémander un strapontin au G20 ou au Conseil de sécurité de l'ONU conçu pour pérenniser la domination des autres sur nous, mais plutôt des leaders, des femmes et des hommes de conviction, des patriotes audacieux qui n'ont pas peur de faire table rase, de mettre en place de nouveaux cadres et de réformer nos programmes scolaires, notre agriculture, notre pharmacopée, nos armées, notre foncier, nos constitutions
et qui sont animés par l'irrépressible volonté de redevenir souverains. Des réformes internes à chacune de nos États doivent être engagées. Elles doivent être suivies de réformes de notre coopération entre nous, Africains, c'est-à-dire la création d'organisations sous-régionales et continentales qui soient des lieux d'intégration des peuples et non des rassemblements de mafieux et laquais à la solde des Occidentaux ou des Orientaux. Ces hommes, ces femmes existent. Il faut dorénavant les identifier, les soutenir, les protéger, les financer et les porter au pouvoir par tous les moyens nécessaires, comme le disait Malcolm X. Merci et bonne fête de fin d'année si je ne vous revois pas avant ça. À très bientôt.